Citoyennes et citoyens, la campagne de financement de Nexus 6 est toujours en cours, mais plus pour très longtemps. On est tout proche du prochain palier qui nous permettra d'ajouter un nouveau niveau, de nouveaux contenus, des cinématiques et d'autres surprises. N'hésitez pas à aller jeter un œil au projet, il y a forcément une contrepartie qui vous intéressera. Par ailleurs, vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur la page Steam de Get Funky Deliver Die et en l'ajoutant à votre wishlist. Dans l'industrie du jeu vidéo, la wishlist, c'est un levier direct sur la visibilité, un signal concret d'intérêt, un vrai poids dans les discussions avec les partenaires. Chaque ajout fait une différence réelle. Si vous voulez nous aider concrètement, c'est le geste à faire maintenant. On compte sur vous. Merci à toutes et à tous. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. Il y a quelques mois, nous étions revenus ensemble sur la post-logie Star Wars via un axe un peu particulier. Le traitement du personnage de Chewbacca dans celle-ci. Un mauvais traitement, tout simplement. Surtout, un sujet qui pourrait paraître assez anecdotique, pourtant l'irrespect dont est victime notre Wookiee préféré au sein de cette trilogie englobe l'ensemble de ses défauts. Je vous encourage à aller regarder cette vidéo si vous l'aviez ratée. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un autre film Star Wars. Un film sorti à la même période que ces trois métrages Oni, et plus précisément après l'épisode 7, ce qui a son importance, on le verra. Une période très particulière, puisqu'après le réveil de la force du bon JJ, on peut dire que l'aura dont bénéficiait la saga jusqu'alors commençait fortement à se dégrader, même s'il y avait déjà eu des critiques par le passé. Ce film, vous le savez grâce au titre de cette vidéo, c'est Rogue One, sorti fin 2016 et réalisé par Gareth Edwards. Le film est un préquel à l'épisode 4 de la saga principale. Il se déroule même juste avant le tout premier film Star Wars de l'histoire. La scène s'ouvre sur la planète Lamu et un contingent de l'Empire constitué d'Orson Krennic, accompagné par des Death Troopers, des Stormtroopers d'élite, malgré de petits problèmes de communication. Tout ce beau petit monde débarque dans une exploitation agricole à la recherche de Galen Erso, ingénieur de génie de son état qui était bien décidé à prendre une retraite pépère. Mais pourquoi lui, me direz-vous? Eh bien parce que Krennic, vous voyez, il est directeur. Et pas de n'importe quoi, genre la planification du traitement des déchets au niveau 175 de Coruscant, ou directeur de l'analyse en conformité des processeurs centraux des astrodroïdes des croiseurs interstellaires de la bordure extérieure. Désolé si l'intitulé de votre propre bullshit job ressemble à ça. Non, le mec, il est directeur chargé de la construction de l'étoile noire, rien que ça. Et ce gars-là, c'est le mec qui peut faire en sorte que l'arme de destruction massive de l'Empire fonctionne. Du coup, Krennic, il s'en bat les couilles de ses états d'âme et de son besoin de vie pastorale. C'est lui qu'il lui faut, et il compte bien l'embarquer avec femme et enfants pour qu'il termine le boulot. Sauf que, il est pas d'accord, sa femme n'est pas d'accord, donc... Allez-y. La situation est dramatique, mais comme ce sont des parents responsables, nos deux amants tragiques ont d'abord caché leur fille, Jyn Erso, dans un bunker et prévenu son parrain, je suppose, Saw Gerrera, qui est le chef d'un groupe de rebelles complètement tarés. Ouais, c'est peut-être pas de si bons parents finalement. Il vient la chercher, et au moins elle apprendra les rudiments de la résistance, ce qui est toujours bien quand tu vis sous un état totalitaire galactique. Ellipse de plusieurs années, et Jyn a bien tourné, puisqu'elle est... en prison. Ouais, non, les parents ont vraiment déconné. Fort heureusement, lors de son transfert vers son camp de travail, elle est secourue par les rebelles, dans un style tout en délicatesse. Vous êtes sauvés. Les rebelles, ils savent qui est son père, et ils ont besoin d'elle parce que Gerrera détient un pilote déserteur de l'Empire qui a des informations sur l'étoile noire que lui aurait donné son géniteur. Bodhi, le pilote, Saw et Galen, tout mène à Jyn, femme tonique, qui peut permettre à la rébellion d'entrer en contact avec Gerrera, qui leur fait la gueule depuis quelques années. Elle résiste, mais ils ont des arguments. Et si j'accepte? Nous te garantissons la liberté. On la signe donc à Cassian Andor, capitaine des services de renseignement de la rébellion, un homme peu affable qui semble être le bras armé des basses besognes de l'organisation. Avec K2SO, droïde de sécurité de l'Empire reconditionné, ils partent alors pour Jedha, ancien lieu de pèlerinage pour tout croyant en la Force. C'est là que se trouve Saw. Problème, la planète est sous contrôle impérial, notamment parce que l'ancien temple Jedi qui s'y trouve renferme de nombreux cristaux Kyber, ceux qu'on utilisait pour les sabres laser, mais qui ont été depuis détournés. C'est le carburant pour leur arme. On s'infiltre dans la ville pour essayer de rejoindre un contact de Saw. Et en chemin, Jyn rencontre Chirrut, qui est aveugle, vous l'aurez remarqué, et Baz, qui sont d'anciens gardes des Whills, un ordre religieux qui croit en la Force et protégeait le temple. Maintenant, ils sont au chômage. Cassian, lui, il a pas le temps, et vient rappeler qu'ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des SDF locaux. Manque de bol, il se retrouve en pleine embuscade de la team Gerrera contre la team Empire. Ça flingue, ça explose, il se retrouve en fâcheuse posture, mais heureusement, Kung Fu. Ouf, sauvé. Ah non, les hommes de Gerrera débarquent et les embarquent, en faisant un peu de zèle d'ailleurs.
Non mais vous êtes sérieux? Je suis aveugle! À part Jean, ils foutent tout le monde sous les verrous. Nous avons connu des prisons pires que celle-là. C'est une première pour moi. Retenez bien cette information. Mais il y a aussi Bodhi, le pilote impérial à l'origine de tout ce beau petit bordel. Pendant qu'ils font connaissance, Jean est amené devant Saw, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas confiance. Tu es venu me tuer? Ça doit être un peu relou de devoir gérer la paranoïa de ton père adoptif que t'as pas vu depuis des années. Il lui montre tout de même le message de son père que Bodhi a rapporté, Jean, ma nébuleuse. qui lui explique tout sur la terrible arme qu'il a aidé à construire, notamment son point faible, et où se trouvent les plans pour pouvoir l'atteindre, la planète Scarif. Et en parlant du loup, On l'appelle l'étoile de la mort. 22, v'là les flics, et ils ont la main lourde. Tout le monde se casse. Saw Gerrera décide de rester parce que le budget du film ne permettait certainement pas de payer trop longtemps Forest Whitaker. Et alors que le groupe parvient à s'enfuir, le chef rebelle se mange un tsunami rocheux. Ciao l'artiste. Krennic est satisfait, mais il se fait quand même un peu bolos par son patron, le Moff Tarkin, qui est revenu d'entre les morts. Ça a moyennement vieilli, n'est-ce pas? Tarkin fait remarquer à son sous-fifre que si les rebelles ont eu des infos confidentielles, ça vient de ses équipes de recherche. Il y a de l'eau dans le gaz chez les impériaux, et ça crée une ambiance de travail relativement toxique. Krennic jure donc de régler le problème. Chez nos héros, c'est la déprime. Jedha n'est plus, Saw est mort, l'espoir semble mince. Et pour rien arranger, il y a désaccord. Jean informe Cassian des informations que son père lui a fournies, mais il ne peut pas prendre le risque de les transmettre à l'Alliance alors qu'ils sont en territoire impérial. Et puis, il n'a pas vu le message. Il est donc circonspect quant à la véracité de ce que dit Galen. Heureusement, Jean a une solution. Allons chercher mon père et ramenons-le. Cap sur Idou, et après une arrivée mouvementée, Cassian, il est bizarrement sur les nerfs. Occupe-toi de rétablir nos communications! Et il trouve toutes les excuses possibles pour que seul lui et Bodhi y aillent. Étrange, non? Ben, pas tant que ça, parce que le capitaine Andor, il a reçu d'autres ordres de la part de sa hiérarchie. L'Empire a besoin de Galen Erso pour achever ce programme. Quand vous l'aurez trouvé, tuez-le. Et Bodhi, à part Jean, c'est le seul à pouvoir identifier Galen. Et en plus, il connaît la base, donc il peut trouver un vaisseau pour s'enfuir, vu que le leur est capote. Mais l'attitude étrange du capitaine n'a échappé à personne. K2SO et Chirrut font les balances. La force est plus obscure dans le sillage d'une créature qui s'apprête à tuer. Son arme est configurée comme celle d'un sniper. Jean n'a pas de preuve des intentions du gars, mais elle ne va pas prendre le risque, et se barre aussi. Cassian est en place, Bodhi valide l'identité de la cible, et il se fait dégager. Va-t'en! Arrive alors Krennic, qui se la joue torture psychologique avec les chercheurs du centre, pour que le traître qui a renseigné Bodhi se dénonce, et Galen craque. Arrêtez, ne tirez pas, c'est moi! Mais le directeur, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Bah oui, l'étoile noire est opérationnelle, donc il a plus besoin d'eux. Andor, au final, il décide de pas mettre son exécution à exécution. Mais K2SO a réussi à prévenir l'Alliance, qui arrive pour tout raser, ce qui tombe mal. Dis-leur de pas intervenir! Jean est sur la plateforme! C'est trop tard, les rebelles attaquent, Galen est mortellement blessé, scène d'adieu, Krennic s'enfuit, Bodhi a trouvé un vaisseau, et on repart. L'ambiance est encore moins cool qu'à l'arrivée. Gna gna gna, t'as voulu tuer mon père. Gna gna gna, mais je l'ai pas fait au final. Oui, mais c'est comme si tu l'avais fait. Oui, mais c'était les ordres. Et moi, je suis dans la rébellion depuis plus longtemps que toi, alors tu comprends rien. Et vous me cassez les couilles et je rentre à ma maison. Et Krennic, qu'est-ce qu'il devient? Il en a tellement gros sur la patate qu'il décide d'aller voir directement son M+4 pour se plaindre du fait qu'on ne respecte pas son travail et demander à ce que le Big Boss, aka l'Empereur, reconnaisse son mérite. Sauf que Vador, il aime pas trop qu'on saute la hiérarchie et les mecs pas sereins dans leur masculinité. Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions. Pendant ce temps, sur Yavin 4, l'Alliance rebelle semble très mal porter son nom. Nous sommes témoins d'une désunion que n'aurait pas enviée la gauche française du début du 21e siècle. Jean encourage à aller attaquer des installations secrètes de Scarif pour récupérer les plans de l'étoile noire. Elle utilise discours plein d'entrain. L'espoir est la base de toutes les rébellions. Mais rien ne se passe. Mais il n'y a aucun espoir. C'est foutu, ça tire la gueule, mais Cassian débarque avec quelques têtes brûlées, prêts à se sacrifier pour la bonne cause. Nom de code? Rogue One. Les kamikazes de l'espoir volent la navette impériale avec laquelle ils sont arrivés. Direction, la planète paradisiaque de Scarif. Comment tu peux avoir une planète tropicale magnifique et te dire « je vais en faire un petit complexe militaro-industriel secret » plutôt qu'un endroit où chacun peut profiter de la vie à se bourrer la gueule au mojito, ça me dépasse. On réussit à passer la sécurité, objectif foutre un bordel maximal pour faire croire à une attaque massive alors qu'on n'est que 20 pelés, pendant que Jean, Cassian et K2SO, eux, infiltrent la base pour trouver les plans. Tout le monde est paré. Que la force soit avec nous. Et c'est parti! Au départ, ça fonctionne plutôt pas mal, mais les choses se compliquent rapidement. Heureusement, la rébellion a retrouvé son courage et décide d'envoyer la cavalerie. Bataille spatiale qui déboîte comme la saga a su nous y habituer, bataille au sol plutôt cool et quête des plans, c'est un final vraiment prenant que nous offre le film. Arrivé à la salle des archives, Jean scrolle dans les différents projets secrets de l'Empire, quand soudain,
Nébuleuse. C'est bon, on a les plans, mais il y a un problème. La communication est impossible entre la surface et la flotte rebelle, tant que le bouclier planétaire qui entoure Scarif est en place. Toute l'équipe de Rogue One met la main à la pâte pour permettre de régler le problème, ainsi que la flotte qui nous sort un move trop cool qui va bien aider. Sauf que tout cela se fera à un certain prix. Mais ce n'était pas en vain, et il ne reste plus à Jean qu'à calibrer une dernière fois l'antenne. Et c'est à ce moment-là qu'elle se retrouve face à sa némésis. On s'explique rapidement. Mais qui es-tu? Je suis Jean Erso. Heureusement, Cassian abrège le truc et les plans de l'étoile noire sont envoyés aux rebelles. Oh, mais regardez qui voilà! Tarkin continue à ne pas faire dans la dentelle, Krennic subit un gros karma des familles, et nos deux martyrs, fiers du travail accompli, contemplent l'annonce de leur trépas et affrontent cette épreuve ensemble, dans un moment très humain. C'est fini? Pas tout à fait. Vador débarque, on n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Il aborde le vaisseau où se trouvent les plans, scène de massacre ultra badass, mais il manque de les récupérer de peu. Poupée russe de l'espace, Vador contre-attaquera, un nouvel espoir, et c'est la fin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Rogue One a été très apprécié à sa sortie. Déjà, ça a eu une sacrée gueule. Gareth Edwards sait y faire à ce niveau-là, y a pas à dire. Les planètes sont cool, les décors et les costumes aussi, y a une impression de réalisme avec une usure dans les éléments, une gravité et une rugosité chez les personnages. On est face à un récit de guerre qui est traité cinématographiquement comme tel. C'est d'ailleurs le point qui a certainement mis tout le monde d'accord. Le film a un ton beaucoup plus mature et sombre que ce à quoi nous avait habitué la saga. Si on met de côté l'Empire contre-attaque qui, à mon sens, est dans une démarche un peu similaire. Le film nous montre une guerre sale, où même ceux qu'on nous avait toujours présentés comme les gentils évoluent dans une zone morale grise. Cette représentation, plus vraie des conflits, donne à Rogue One l'aura d'un film que l'on prend davantage au sérieux, avec des inspirations qui le sont tout autant, la guerre du Vietnam notamment. Mais aussi parce que, en termes de style, la manière qu'a eu Edwards de filmer le conflit, que cela soit dans les batailles ou les séquences d'espionnage et de guérilla, correspondent à des standards esthétiques d'un cinéma plus moderne que dans les anciens films Star Wars. En gros, il y a du soldat Ryan ou de la chute du Faucon Noir dans notre guerre des étoiles. Et ça change. Une âpreté qui amène également à des choix radicaux, comme la mort de tous les personnages, ce qui apporte un vent de fraîcheur à cet univers et joue en sa faveur. L'après Game of Thrones a établi un nouveau standard à ce niveau-là. D'autant plus que certains des protagonistes sont une réelle réussite et ont été très appréciés du public. Mention spéciale à K2SO qui apporte une touche d'humour pince sans rire bien dosée tout au long du film. Ça marche parce que c'est bien intégré à l'ambiance globale. C'est pas que de la blague qui désamorce les situations ou pour édulcorer les choses. Et l'interprétation d'Alan Tudyk, que vous connaissez certainement depuis Firefly, elle est top. Il y a aussi le rapport à la nostalgie que le film entretient. Faire du Star Wars, sans beaucoup de trucs qui faisaient Star Wars jusque-là. Pas de Jedi, pas de sabre laser, pas de Skywalker. D'ailleurs, même au niveau thématique, pas de héros élu qui va sauver la mise à tout le monde. Juste des individus qui ont un rôle à jouer dans un schéma politico-militaire plus grand. Cela n'empêche pas les inévitables easter eggs, mais c'est la démarche globale du film qui est intéressante ici. Et puis sincèrement, si quand on fait appel à nos souvenirs d'enfance, c'est pour nous sortir une scène aussi cool que celle de Vador qui défouraille du PNJ à tout va, on prend. Ça appuie sur la dramaturgie très réussie de la fin du film, avec le sacrifice des personnages principaux. Un moment qui me tire une petite larme à chaque fois. Enfin, on peut ajouter à ça une bande originale de Michael Giacchino qui arrive à respecter l'héritage de John Williams tout en proposant des thèmes vraiment cool. Donc on résume, Rogue One c'est beau, ça s'écoute bien, ça a des personnages sympas, ça raconte une histoire sans temps mort qui nous accroche à notre siège, et il y a des scènes de bataille dantesques. C'est top quoi, j'aime beaucoup ce film. Mais j'avoue qu'à l'époque de sa sortie, j'étais un peu dubitatif, ou plus précisément, je trouvais qu'on en faisait un peu trop avec Rogue One. Bon, déjà, comme toute œuvre artistique, il n'est pas exempt de défauts. Le principal étant pour moi un récit qui déroule avec des facilités scénaristiques assez folles, notamment des personnages ou des événements qui débarquent exactement quand il le faut, et plusieurs fois d'affilée à certains moments. Le hasard fait bien les choses. En fait, un peu comme si la force chapeautait tout le bidule, hein. Mais ça peut pas être ça, puisque l'idée à la base, c'était pas aller là-dessus, non ? Des Master Switch pour sauver la situation positionnés pile au bon endroit, là où les personnages se trouvent pour les activer. On laisse une faction séditieuse voler un gigantesque vaisseau au milieu de tout le monde. L'éternel trope du passage de la sécurité alors qu'on a ni les codes ni les accréditations. Suffit d'y aller au culot apparemment. Franchement, l'Empire devrait revoir ses process. Le film lance des trucs complètement gratos, genre comme Body là, qui se fait lire l'esprit par Borg Gullet, et qu'on apprend que ça peut faire perdre la tête. Bon dans la cellule, il semble que ça soit le cas. Ouh, attention, le mec a perdu l'esprit, ça va être compliqué de... Ah non. Non, c'est bon, c'est fini. Il y a des incohérences de scénaristes débutants, comme quand Cassian dit qu'il peut pas envoyer un message à l'Alliance parce qu'ils sont dans l'espace impérial, alors que 30 secondes avant, il était littéralement en train de leur parler. Ou le fait de pas laisser le pilote de l'Empire qui est avec toi piloter le vaisseau alors que tu approches une planète qu'il est le seul à connaître, et que du coup, tu te crashes.
mais aussi quand Cassian s'obstine à vouloir tuer Galen alors qu'il devait l'éliminer pour empêcher que l'étoile noire soit terminée. Or là, on l'a bien vu, c'est trop tard. Donc la logique voudrait en effet que tu ailles le sauver parce qu'il pourrait t'aider à détruire le machin. Et il y a trop de personnages qui arrivent sans crier gare, qu'on n'a pas le temps d'explorer suffisamment. Le pire est en base, qui est vraiment effacé, mais c'est le cas pour Buddy aussi, et même Chirrut, alors qu'il est plus présent. Merde, c'est Donnie Yen. Vous savez qui c'est Donnie Yen? L'un des plus grands acteurs de films d'arts martiaux de l'histoire. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen. Quand tu as Donnie Yen, tu en fais autre chose que 3 coups de bâton de merde. Mais bref. Le mec, il se fait presque aussi peu respecter que dans Blade 2. Et puis surtout, cette idée de préquel, outre le fait que le suspense est limité vu qu'on connaît déjà la finalité du truc, que ça minimise en plus la portée symbolique de l'étoile noire, puisqu'on apprend qu'elle avait déjà été utilisée pour détruire 2 villes. Donc en fait, on fait pareil, mais pas trop, pour pas froisser les fans hardcore non plus. Donc on a le cul entre 2 chaises. Bon, je vais même pas aller là-dessus. Bref, le préquel, c'est un exercice compliqué, parce qu'il faut être sûr de connaître parfaitement l'œuvre originelle pour pas faire de gaffe. Genre Dark Vador qui voit littéralement le Tantive 4 se barrer, alors que dans Un Nouvel Espoir, il agit comme si c'était pas le cas. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Mais personne dirait ça après avoir vu le vaisseau fuir. Pourquoi il rentrerait dans le jeu du mec de l'Alliance en parlant d'un ambassadeur? Vador, il devrait juste être là. Mais mon gars, me mitonne pas! Je vous ai vu à la bataille de Scarif, c'était il y a 2 heures. J'étais devant le sas de ton putain de vaisseau, j'ai vu les plans passer de main en main pendant que je déchirais des mecs. C'est certainement la plus grosse limite du préquel, fait des années après. On a tendance à oublier des petits détails mais qui font tout. Le pire c'est que plus tard, la série Andor, qui est donc le préquel du préquel, fait aussi ce genre d'erreur, genre comme Cassian là, il dit que c'est la première fois qu'il est en prison, alors que dans la saison 1, il y a 3 épisodes entiers où il est au Newf. Mais bref, je vais pas faire toute la liste, parce que qu'un film ait des défauts, c'est normal. Des incohérences, des facilités, ça arrive tout le temps. Plus ton univers est complexe, plus t'as de paramètres à gérer, plus il risque d'y en avoir si le public creuse à fond, quoi. Il faut juste réussir à bien les cacher. C'est le job, c'est comme ça. Mais ce qui avait tout de même conditionné le fait que j'étais pas aussi extatique que d'autres concernant Rogue One, et que donc j'avais quand même le sentiment qu'on surcotait un peu le film, c'est que beaucoup de choses que l'on reprochait à l'épisode 7 de Star Wars un an auparavant, et la critique a été virulente, je vous le rappelle, eh bien on pouvait tout aussi bien le reprocher à ce film-là. Pourtant, personne ne le faisait. Et c'est ce manque de cohérence dans le ressenti des gens qui m'avait un peu énervé. Notamment au niveau d'un sujet, la nostalgie. On y revient. Oui, l'épisode 7 est un repompage de l'épisode 4. Oui, il y a des sabres laser, des Skywalker, des Han Solo, Chewbacca, du Faucon Millenium et tutti quanti. Trop c'est trop, et c'est un des reproches qui lui a été fait. Mais franchement, Rogue One, le projet, c'est pleinement de jouer sur des références. C'est pas comme si le film se terminait pas juste avant le début de l'épisode 4. Il y a des références sans arrêt, et pas que à la trilogie originelle. Saw Gerrera, ça vient de la série de Clone Noir à la base. Mustafar, c'est dans l'épisode 3. C'est bien beau de dire que tu montres pas de Jedi, etc. Mais tu passes ton temps à parler de Christo Kyber, et Chirrut, tiens. À part le fait qu'on nous répète sans arrêt que c'est pas un Jedi, on n'est pas très éloigné. Il en a tous les attributs. Sensibilité sensorielle accrue, arts martiaux, et puis c'était un serviteur de cette croyance. S'il parle pas de la force toutes les 5 secondes, t'as l'impression qu'il a explosé le mec. En fait, il y a aucune raison logique et narrative pour que ça soit pas un Jedi, à part la profession de foi du projet. Ils avaient dit qu'il y en aurait pas, donc il y en a pas. Très bien. Mais dans la pratique, c'est complètement artificiel. Alors oui, c'est vrai, le rapport à la nostalgie du film est meilleur que celui de l'épisode 7. Mais c'est pas parce que c'est mieux fait que ça n'en reste pas moins le même procédé facile pour nous embarquer dans le récit. Et on ne peut pas affirmer qu'on n'est pas biaisé face à Rogue One. Une part de ce qui nous y a plu, c'est le caractère profondément nostalgique et référentiel du film. Il n'est pas complètement original. Et ça, j'ai pas souvenir que quiconque l'ait reconnu à l'époque. Oui, c'est un film de guerre et il est traité comme tel, mais la guerre a toujours fait partie de Star Wars. C'est dans le nom, même si ici le style est différent, un peu plus sombre. Mais alors, pourquoi la réception des 2 œuvres a-t-elle été si éloignée? Eh bien, la vraie différence qu'il existe entre les deux, à mon sens, c'est le rapport au merveilleux. L'épisode 7 est davantage dans une démarche Star Wars à l'ancienne, plus romanesque et romantique, là où Rogue One est plus cynique. Or, les 2 films sont arrivés à une époque que je qualifierais de plutôt pessimiste. Et même s'il se termine sur une note d'espoir, Rogue One a cette ambiance plus morose qu'auparavant, qui je pense était davantage adaptée à l'état d'esprit du public lors de sa sortie. Si je devais faire une analogie, je dirais que c'est comme quand vous cliquez beaucoup plus sur une vidéo au titre et à la miniature négative. Le sang attire beaucoup plus que le bonheur, la dystopie bien davantage que l'utopie. Et Rogue One, ça a caressé dans le sens du poil, ce besoin grandissant en chacun de se morfondre dans une forme de noirceur. Et puis la cible n'était pas la même. À mon sens, l'épisode 7, même s'il se veut ultra nostalgique, n'était pas vraiment fait pour les fans de la première trilogie, ni pour ceux de la prélogie. Non, c'était avant tout pour donner à un nouveau public, les très jeunes, qui ne connaissent pas du tout Star Wars, un ersatz de ce que l'on avait connu avec Un Nouvel Espoir.
Et ces enfants, bah ils vont grandir. Et je vous mets ma main à couper que dans quelques années, on va avoir une réhabilitation des épisodes 7, 8, 9 de leur part. Malgré le naufrage artistique que ça aura été pour nous, hein. On prend les paris. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec la prélogie. Alors que Rogue One, lui, il s'adressait justement aux anciens aficionados, celles et ceux qui ont connu les 6 premiers films jeunes et qui sont devenus adultes. Donc peut-être moins sensible à un récit mettant l'accent sur le merveilleux, et beaucoup plus à un autre, qui se donne tous les atours d'une histoire plus adulte, justement. Bref, les deux films ont en réalité la même démarche artistique et marketing, avec une innovation très limitée au sujet de l'univers Star Wars. Dans la forme peut-être, mais dans le fond, très peu. Ce sont des œuvres de transition conçues pour stabiliser la franchise, plutôt que la réinventer. C'est pour ça que je trouve Rogue One, mais complètement surcoté. Non, pas du tout. J'adore ce film. Même si j'avais eu ce réflexe un peu critique à l'époque, il faut savoir raison garder. Quand je le vois, je passe un super moment. Et en plus, je trouve qu'il a vraiment gagné en intérêt depuis Andor. Non mais quand je pense qu'à l'annonce de la série, mon premier réflexe ça avait été de dire « Non mais l'histoire du perso de Rogue One là, mais c'est quoi le projet? Tout le monde s'en fout. Mais quelle erreur !» Andor, en plus d'être l'un des meilleurs trucs Star Wars qu'on nous ait jamais offert, fait de Rogue One l'aboutissement a posteriori de sa propre histoire. Il reste donc ce film de transition dont je parlais, mais en étant placé au milieu d'un tout, plutôt qu'au début, ça en devient vraiment cohérent cette fois-ci. En fait, je me rends compte que je peux pas reprocher au film la réception positive qu'il a eue, juste parce que je trouve qu'on a été un peu injuste avec l'épisode 7. Ça c'est un souci entre les gens qui ont cette opinion et moi. Et on peut en débattre, y a pas de souci. Mais Rogue One surcoté, non, je peux pas décemment dire ça. Pas sous-coté non plus, n'exagérons rien. Côté, tout simplement. La vraie différence au fond entre l'épisode 7 et Rogue One, c'est que dans le premier, quelque part, on a le sentiment qu'on s'est un peu foutu de notre gueule. Avec en bonus une impression d'amateurisme à pas avoir prévu de manière globale toute la trilogie. Que tout ceci a été fait par-dessus la jambe. Alors que le deuxième réussit à se donner une image sérieuse, d'une œuvre où l'application et l'implication des équipes aura été plus grande. Est-ce que ces sentiments et ces impressions reflètent la réalité des choses? Peut-être. Peut-être pas, on ne le saura probablement jamais. Et je rappelle que Rogue One a eu de gros reshoots, hein, on a tendance à l'oublier, mais tout le monde semble s'accorder pour dire que c'était pour le mieux, du coup je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais il n'en reste pas moins que dans le domaine de l'art, ces vues de l'esprit, ces affects émotionnels que l'on ressent automatiquement, qui s'imposent à nous, en fait, face à une œuvre, sont tout aussi signifiants que n'importe quel argument soi-disant objectif. Elles ont une emprise sur nous, donc des conséquences dans notre réception des œuvres, des effets dans le réel. Au final, le secret de tout est peut-être dans la subjectivité. L'important c'est d'en avoir conscience, de l'accepter, mais toujours de chercher à aller un peu plus loin. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver Die est toujours en cours. On a besoin de vous pour rendre le jeu encore plus cool. Donc si ça vous intéresse, merci pour votre soutien. Et mettez le jeu dans votre wishlist Steam, c'est hyper important pour nous. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne sur Robocop 3 et suivez Nexus 6 et Slexno sur Twitch tant qu'à faire, hein. Ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas. Abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo. Soleil sur vous et à très bientôt sur Nexus 6. Ciao.